Romain est aux manettes derrière pour échanger avec vous. Laurent n'a pas pu se libérer ce soir, il est pris pour un gala. Mais moi, je suis super content avec deux invités que je ne connaissais pas avant, mais j'ai pu me pencher sur vos deux projets respectifs. On a Fabien Poggi de Starton, qui se veut un peu pour le Web3, le Stripe, en gros, un peu C'est ça, pour ça le, peut être pour une le bonne, dans le monde du paiement. Absolument. Et avec, avec Kevin, je suis désolé, je vais prendre ton nom correctement, Primiserio. C'est ça. Je voulais le dire correctement, j'ai un nom compliqué aussi, vous l'êtes sûr. Donc toi, tu es le CEO de Pianity, Starton. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est deux entreprises qu'on a évoquées lors des deux dernières émissions. Il y a 2 semaines, on avait Eric, le fondateur de Rescue. Donc c'est une plateforme Bien sûr. De vente de NFT, c'est une marketplace NFT for Good, qui nous a dit qu'il avait rencontré et initié en quelque sorte le projet lors d'un hackathon Starton. Absolument. Et la semaine dernière, on avait Julien Dumont de la SACEM, qui nous a parlé d'un certain partenariat avec une marketplace de NFT musicaux, j'ai nommé Pianity. Welcome à tous les deux, hein. Je crois qu'on est en plein dans le sujet. Trop de gâteaux pour Lolo, nous dit Elven. C'est vrai, il va nous revenir demain, il sera bien plein. Je veux bien qu'on commence avec une petite... vous êtes déjà bien dans l'actu de 20 Minutes, mais vous êtes aussi bien dans l'actu du Web3. Laurent était un hackathon. C'est ça, exactement. Starton hier. On a fait la finale hier. Ouais. On en parlera. C'était super intéressant. Et l'actu du côté de Pianity, c'est le Midem. Donc c'est le rendez-vous de l'industrie musicale qui a lieu chaque année à Cannes. En tant que Cannois, c'est un moment important. Je dis chaque année, mais 2019, c'était la dernière fois qu'il y a eu un Midem pour de vrai, in real. 2020-2021, c'était en ligne. 2022, annulé. Reprise en main par la mairie de Cannes. Et l'annonce, quand même, d'un partenariat de choc avec Pianity. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous venez faire là-dedans, même si j'imagine un petit peu que musique et NFT musicaux sur le grand rendez-vous, il y a des choses à faire. Ouais, c'est vrai que ça peut surprendre d'avoir une start-up qui co-organise les prochaines éditions du Midem. Donc on a remporté en fait un appel d'offres de la ville de Cannes qui avait du coup repris la marque et qui souhaitait absolument que ça continue. Et donc on a gagné cet appel d'offres avec Hopscotch, du coup qui est une agence RP, et avec Panda Event qui organise notamment les plages électroniques et plein d'autres événements, plein d'autres concerts. Et donc, nous, on a remporté aussi ce dossier. Et l'idée, c'est que Pianity va apporter sa composante innovation dans le Midem, la composante Web3, bien sûr. Et on va être notamment en charge de toute la partie éditoriale et de toute la partie de sélection des speakers, etc. Et d'amener cette innovation dans l'industrie de la musique et dans le Midem. Ok. Vous intervenez également sur la partie grand public. Je crois qu'il y a 2 shows assez costauds qui sont prévus sur la fin de l'événement. Oui, exactement. Donc il y a déjà 2 shows qui ont été annoncés. Les billetteries sont ouvertes. Et donc il y a Sofiane Pamar et Fatboy. Et donc il y a une partie en fait du Midem qui sera ouverte au public, donc notamment ces 2 concerts-là. Et il y aura une dimension live et il y aura bien sûr une dimension plus professionnelle, plus workshop. En fait, l'idée de cette première édition qui va arriver super vite, c'est fin du mois de janvier, ça va être de construire ensemble ce que devrait être, de penser ensemble et de co-construire ce que va être le Midem à partir de 2024. Ok. Donc comme ça arrive très vite, c'est une année de transition. Voilà, comme ça arrive très vite, il n'y aura pas des milliers de personnes, on sera entre 100 et 300. On est en train de sélectionner tous les décideurs de l'industrie de la musique. On va faire du coup nous l'annonce officielle. Donc la ville de Cannes a fait l'annonce, nous on va faire notre annonce aussi très prochainement et en annonçant du coup les premiers décideurs qui ont décidé de tu peux le faire maintenant, hein, et on a peut-être même des gens de ta communauté qui sont là, il faut en profiter. Hein. Malheureusement, je vais pas pouvoir. Non, je tenterai. Je retenterai un peu plus tard. Bientôt, On reprend un petit peu d'eau. Tu as dit un mot qui était assez important. Tu as parlé de communauté, de membres, 300 personnes. Au cœur de votre... je ne vais pas dire au cœur de votre business, que je ne vous connais pas assez bien pour prétendre ça, mais c'est quand même quelque chose qui revient pas mal dans votre discours. Moi, j'aurais pu vous présenter un peu comme un Patreon Web3. La question de la communauté, elle est quand même super importante. Pianity existe depuis quoi? 1 an et demi en Exactement. vrai. Comment cette relation, justement, et cette construction de communauté, elle s'est faite cette dernière année? En fait, c'est assez naturel dans le Web3. En gros, dans le Web3, tout le monde parle de communauté.
Mais je dirais qu'il y a peu de personnes qui utilisent vraiment le NFT comme outil de création de communauté à proprement parler. C'est-à-dire, on nous dit tous, ah oui, ça permet de se rapprocher. La réalité, c'est que oui, parce que le vendeur sait exactement qui a acheté ces NFT. Mais aujourd'hui, dans la musique, en tout cas chez nos concurrents, et même dans le NFT en général, c'est assez rare qu'on ait de vraies créations de communauté autour des NFT. Et nous, on l'introduit dans notre application mobile, qui est sortie Il y a un mois. très récemment, Ouais. il y a un mois, où en gros, l'artiste va pouvoir créer en fait son propre Discord en quelque sorte à l'intérieur de l'application. Du coup, token gater, donc limiter l'accès à ces channels de discussion en fonction des NFT que possèdent ses fans. Comme notre Discord aujourd'hui, 20 minutes. Voilà, exactement. Et nous, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que Discord, c'est très bien pour toutes les personnes qui connaissent parfaitement les cryptos et qui sont un peu geeks. Mais pour les artistes, les fans de musique, c'est pas forcément ce qu'ils préfèrent. Il y a une vraie barrière à l'entrée, à installer Discord, comprendre comment ça marche. C'est très noir, etc. Ça plaît pas forcément à tout le monde. Et donc, nous, on a décidé de l'intégrer dans notre application pour casser toutes ces barrières. J'ai installé l'appli, mais j'y ai pas passé beaucoup de temps. J'ai plus passé de temps sur sur le site desktop. Et vraiment, l'expérience, elle est super intéressante. Je me suis baladé à la fois pour écouter des morceaux, comprendre un peu comment fonctionnaient les classements, la top list. Ça, j'ai vraiment besoin qu'à un moment, tu nous expliques un peu comment ça fonctionne parce que je trouve que c'est un aspect super intéressant. Mais avant ça, j'aimerais quand même qu'on revienne, pas forcément sur la genèse, mais sur le message un peu que Pianity porte. On évoquera peut-être le partenariat avec la SACEM plus tard, mais tu vois, c'est de se dire, OK, la comparaison avec Patreon elle me semble plutôt faire, mais vous y ajoutez quelque chose de plus avec les NFT musicaux. Qu'est-ce que c'est? Nous, en fait, on va dire le pourquoi on existe, c'est vraiment de redonner de la valeur à la musique. En fait, depuis l'arrivée d'Internet, la musique a été dévalorisée énormément puisque depuis qu'on peut se copier-coller un fichier MP3, le fichier n'a plus de valeur en lui-même. Et du coup, on le piratait, donc on l'avait gratuitement. Ça a causé le fait que l'industrie a quasiment s'est effondrée en fait sur quelques années. Les plateformes de streaming sont arrivées en disant leur motto à elles, c'est la musique pour tous. Mais du coup, ça veut dire qu'on a accès à tout pour soit gratuitement, soit 10 euros par mois. Et en fait, ça ne contribue pas à valoriser la musique. En fait, on a toujours accès à tout pour très peu. Alors que d'autres arts comme la peinture ou la sculpture ou d'autres sont beaucoup plus valorisés. Je veux dire, quand on accroche un tableau chez soi, en général, on a fait le choix de choisir celui-ci, on a peut-être un lien émotionnel avec l'artiste. Et en fait, nous, on a envie de remettre les musiciens sur le même piédestal que sont d'autres artistes, en permettant de créer l'édition limitée grâce au NFT, mais aussi d'ajouter tout un tas d'expériences sur ce NFT. Donc, par exemple, le chat, c'est une des expériences qu'on propose, mais en fait, l'artiste est complètement libre d'ajouter ce qu'il veut à son NFT également. Et du coup, le NFT devient un pass, un droit d'accès à la communauté de l'artiste. Et au départ, vous adressiez à des artistes émergents, des artistes qui justement, j'ai vu dans des interviews que tu citais un chiffre que j'ai pas pris le temps de le vérifier, j'ai mal fait mon boulot, mais tu disais en gros 97% en gros des artistes sur Spotify, il leur faut 1 an pour gagner 1 000 euros, quoi. Exactement, ouais, c'est ça. Et ça va en s'empirant. Tout va bien. En fait, ça va en s'empirant parce qu'il y a un mécanisme. En gros, Spotify veut que tu restes le plus longtemps possible sur son app. Et ils y arrivent très bien. Donc, ils améliorent leur rétention et le fait que tu streames de plus en plus de musique. Mais tu payes toujours 10 euros par mois. Donc, tes 10 euros, ils sont répartis sur un plus grand nombre de streams encore. Et du coup, le prix du stream a tendance à diminuer. Donc, c'est de pire en pire, en fait. Oui, puis en plus, avec les playlists, t'es incité à écouter plein d'artistes différents. Donc, en gros, le peu que tu donnes, il est réparti. Plein de différents, mais aussi toujours les mêmes. Toujours le top Oui. 1% qui s'en sort, quoi. Ok. Et aujourd'hui, je ne vais pas te demander si tu as des artistes qui gagnent leur pain avec Pianity, mais vous avez des artistes qui ont réussi à lever. J'ai vu des morceaux qui étaient mis en vente assez cher, hein, plus de 12 000 $ sur Pianity. Mais en gros, il y a une bonne circulation aujourd'hui au sein des communautés, au sein des fans. Est-ce que, tout à l'heure, j'arrête les comparaisons avec Patreon, mais c'est la même communauté de collectionneurs, de fans que vous visez que Patreon, ou ça va un peu plus loin? En gros, Patreon, en fait, la dimension est un peu différente parce qu'au final, on paie un abonnement pour recevoir des choses qui sont du coup fongibles.
il n'y a pas tant un lien émotionnel avec ce que je reçois de Patreon par rapport à ce que je reçois sur Pianity. Du coup, effectivement, il y a cette dimension quand même de mécénat et de fan où soit je vais venir payer, acheter un NFT pour supporter l'artiste, ou alors je vais acheter un NFT pour accéder à des expériences avec l'artiste. Ouais. Ça, clairement, il y a cette dimension qui est très similaire à Patreon. Et en même temps, il y a une dimension de collectionneur où il y a des personnes qui viennent et qui veulent acheter tous les NFT d'un artiste et ils vont vraiment à chaque sortie acheter le nouvel NFT de l'artiste. Et par rapport à ce que tu demandais sur les histoires qui ont pu avoir chez nous, on a pas mal de belles histoires. Des artistes qui ont... un pianiste, Sarkis Ritchie, qui a fait sa soirée de lancement à Paris. En fait, il a lancé l'album dont il avait fait le NFT avec nous. Et il a pu financer sa soirée de lancement grâce aux ventes sur Pianity. Et surtout, il m'a confié qu'il avait pu s'acheter son propre piano, parce qu'il n'avait pas de piano en tant que pianiste, grâce à l'argent qu'il avait gagné sur Pianity. Ah, c'est énorme. Ok. Et la fonction chat, moi je me suis dit, ok, c'est super. L'idée de pouvoir échanger avec des artistes en soi, c'est super intéressant. Mais quel artiste peut prendre le temps, tu vois, de créer du lien avec 300, 500, 600 fans? Bon, tu me diras, il va prendre un CM et puis il va se débrouiller. Mais c'est des fonctionnalités qu'on vous a demandé du côté des artistes? Ouais, donc c'était quelque chose qui était recherché. Au début, on se posait la question de du coup le faire sur Discord, créer automatiquement des channels Discord pour les artistes et tout. Et finalement, on s'est dit que ce serait mieux de le faire dans notre application. Aujourd'hui, on l'a pour le moment lancé pour 7 ou 8 artistes, le club. On le fait petit à petit. Et c'est assez intéressant de voir ce qui se passe à l'intérieur. On a par exemple Guti. Donc moi, je suis dans son club parce que j'ai un de ses NFT. Et Guti, il y a 2 semaines, il partage un lien privé SoundCloud avec son prochain album, mais juste pour les gens du chat. Ouais, cool. Donc typiquement, ça donne un sentiment de privilégié et de dire j'écoute avant tout le monde, ce qui est assez cool. Et tu fais partie de la famille, quoi. Exactement. Ok, ouais. Et je veux bien qu'on rentre un petit peu dans la finesse, tu vois, la top list et ce que vous proposez via Pia, donc la monnaie en quelque sorte de Pianity. Tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Parce que moi, quand je me suis inscrit, j'ai reçu 100 Pia que j'ai pu utiliser pour voter pour l'artiste qui était en position 2. Il n'est pas remonté en position 1 malgré tout ce que j'ai mis. Mais est-ce que tu peux m'expliquer un peu le mécanisme que je trouve super intéressant? C'est en gros, tous les jours, vous ouvrez les votes pour la prochaine collection de NFT en quelque sorte. J'ai trouvé la mécanique et après, je suis allé voir un petit peu de quoi y retourner. J'ai trouvé ça super intéressant. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début de Pianity, on sortait un artiste par semaine. Et assez rapidement, on a commencé à avoir beaucoup de personnes qui venaient ou d'artistes qui voulaient sortir chez nous. Et ça commençait à devenir compliqué à gérer et on ne se sentait pas être vraiment les curators à 100% de la plateforme. Donc on s'est dit, qui de mieux que la communauté pour faire la curation de la plateforme, puisqu'ensuite, c'est eux qui vont acheter le NFT. Et donc, on avait déjà sorti notre token qui n'avait pas d'utilité. Et donc, on s'est dit, quelle utilité on peut lui rajouter? Un droit de vote dans la top list. Et en fait, en votant, tu ne consommes pas tes tokens. En gros, tu utilises tes tokens. En fait, à tes tokens sont attachés un droit de vote que tu utilises sans dépenser tes tokens. Ouais. Et donc, ça te permet d'avoir un pouvoir dans la top list et de pouvoir faire monter des artistes grâce en fait, à ta fidélité à la plateforme. Ok. Et alors je vais rentrer sur l'autre grosse actu. On a parlé de la SACEM. Qu'est-ce que moi, la SACEM, je leur ai posé la question de savoir si est-ce qu'ils allaient venir entre guillemets chercher des artistes chez vous? Est-ce qu'ils allaient leur proposer des choses? De ce que j'ai compris, c'est plutôt eux de leur côté. Ils disent on a un partenariat avec Pianity pour favoriser le déplacement d'artistes sociétaires de la SACEM vers le monde du Web 3. C'est vous qui êtes allé chercher ce partenariat? Ouais, donc on est allé les voir. Parce que historiquement, c'est pas ce qui s'est passé si on prend les plateformes de streaming. Elles ont souvent été fermées pendant quelques semaines ou quelques mois parce que la SACEM les avait rattrapées ou d'autres sociétés dans le monde. Donc nous, on allait les voir directement parce qu'au final, ce que la SACEM fait, c'est quelque chose qu'on fait nous aussi, c'est-à-dire qu'ils essaient de redistribuer la valeur le mieux possible. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire grâce à nos smart contracts. Et donc on allait les voir parce que bien sûr, il y a un enjeu ultra stratégique pour nous aussi, c'est que jusqu'à notre accord, on pouvait sortir aucun morceau dont un des auteurs, compositeurs ou éditeurs était Société SACEM.
Donc le fait d'avoir cet accord avec eux, ça nous permet vraiment d'avoir accès, ils ont plus de 140 000, je crois, sociétaires, à toutes ces personnes-là, quoi. Ok. Et vous imaginez des choses pour la suite, justement, pour créer un pont un peu plus solide entre un interlocuteur, une institution ultra sérieuse et qu'on n'attendait pas forcément sur le Web3, en tout cas pas déjà, et vous, donc, qui êtes un acteur ultra émergent, mais un projet qui est reconnu en France, etc., pour que justement on ait de plus en plus d'artistes, petits, moyens ou grands, qui se lancent via des collections, des morceaux réarrangés pour leur communauté, ce genre de choses? Bah, quand tu dis morceaux réarrangés, tu vois, c'est exactement notre prochain challenge avec la SACEM. Il y a tout ce qui est remix et DJ set. Aujourd'hui, c'est pas monétisable. C'est pour ça qu'il n'y en a pas sur Spotify, ou très peu, ou que dans certaines conditions. Et du coup, en général, on va sur SoundCloud pour écouter ce genre de musique, mais on l'écoute gratuitement et il n'y a pas de rétribution pour les artistes. Et puis l'expérience utilisateur sur SoundCloud, elle est quand même... non? C'est- Et c'est vrai que c'est un site qui commence à être un petit peu âgé, mais que énormément de personnes, en tout cas dans mon ouvrage, utilisent pour écouter ce genre de musique. Mais le problème, c'est que du coup, on a des artistes qui créent de la valeur sur le travail d'autres artistes, et aucun de ces artistes ne sont récompensés à la fin. Ouais. Et il y a même des problèmes avec parfois des gars qui remixent des musiques qui ont plus de succès, dont le remix a plus de Bien succès sûr. que l'original, et c'est l'original uniquement qui touche la... Enfin voilà, il y a tout ce type de choses. Et donc on a envie, avec notamment la SACEM, de réfléchir à quel pourrait être un modèle dans lequel, si, admettons, je fais le remix d'un morceau, l'auteur original est récompensé, tout comme moi, au moment des ventes du NFT. Ok. Si je fais un DJ set et que je mets 10 morceaux à l'intérieur, les 10 auteurs de ceux-là sont récompensés, mais moi aussi, parce que la création de Bien valeur sûr. que j'ai fait avec mon DJ set est importante. Et du coup, on va pour la première fois permettre à des artistes de créer de la valeur, mais les uns sur les autres, quoi, et ensemble. Ok, super intéressant. Tu as parlé de Spotify. Vous avez commencé à échanger? Est-ce qu'ils vous ont approché? Enfin... Ouais, ils nous ont approchés, mais je pense que c'était plus de l'espionnage industriel, parce qu'ils ont dû envoyer des messages à tous nos concurrents aussi. Donc je leur avais brièvement parlé il y a 1 an, je pense. Non, par contre, on échange beaucoup avec Deezer, typiquement, et je pense qu'il y a des choses à faire. En fait, nous, on ne se positionne pas du tout comme un concurrent de Spotify ou de Deezer ou des labels, etc. On essaie de s'insérer au mieux dans l'industrie pour créer plus de valeur, en fait. Ok. Mais, in fine, vous allez quand même devenir un player comme Deezer, non? Enfin, or, le problème aujourd'hui, c'est que sur Pianity, je ne peux écouter que les morceaux qui sont référencés chez Pianity. Mais ce que tu es en train de me dire, c'est que peut-être que demain, je pourrais retrouver les morceaux dont j'ai les NFT, ou alors il y aura peut-être une section Pianity dans Deezer? On ne sait pas encore. Ça, même si je savais, je ne pourrais pas encore le dire. Il n'y a personne qui regarde, hein. Peut-être même, on ne sait même pas si la caméra est allumée. Tout à l'heure, on ne savait pas si les micros étaient allumés. C'est des bots qui écrivent dans le chat, là. Et donc c'est inventé, en fait, le modèle est inventé, on ne sait pas encore, mais il y a des choses à faire. Tu vois, typiquement, sur le premier million de streams d'un artiste sur Spotify ou sur Deezer, tu pourrais imaginer qu'aléatoirement, tu récompenses par des NFT le 887 streamers. Ouais. Et ça pourrait incentiver les gens à venir écouter un morceau. Et Ouais, du coup, le faire monter dans les charts, etc. Ok. C'est une idée parmi d'autres. Ouais, très bien. Et en termes de grands noms, enfin, on va dire, parce que j'ai lu dans une interview, je vais refaire ma question, j'ai lu dans une interview que vous aviez commencé par approcher des artistes de la musique électro, puis après de la musique urbaine. Aujourd'hui, votre stratégie en termes d'évangélisation, tu vois, pour convaincre des artistes d'entrer dans le monde du Web3 en leur disant, c'est peut-être une façon d'aller au-devant d'une communauté que vous ne connaissez peut-être pas, et de créer des liens, mais aussi d'en tirer des bénéfices pour en vivre. Enfin, c'est un message qui en soi est ultra positif, mais j'imagine que tu approches plus difficilement des joueurs de violon, tu vois, de musique de chambre, que justement un DJ, quoi. Ouais, donc en fait, on a effectivement commencé par la musique électronique pour plusieurs raisons. La principale, c'est que mon cofondateur Simon est producteur de musique électronique et du coup a un réseau dans la musique électronique. Donc on a commencé par ses amis. Et l'autre chose, et ça c'est du coup un coup de chance, c'est que les musiciens en musique électronique sont en général avant-gardistes, aiment bien les nouvelles technologies, et en plus ont l'habitude de presser des vinyles. Ce qui est quand même l'objet physique qui se rapproche le plus d'un NFT dans la musique, c'est vraiment les vinyles numérotés en édition limitée.
Et du coup, ça a fait que c'est vraiment un marché qui est intéressant pour nous. Cette niche est vraiment intéressante pour nous. Parce qu'en plus, on n'est pas sur de l'EDM, on est vraiment sur de l'électro assez de niche par là où on a commencé. Par contre, on a sorti des pointures dans ces domaines comme Lucianos, comme Matthew Johnson, Gucci, Dan Gennazza, etc. Mais effectivement, on est beaucoup allé là-dedans. Et aussi, autre élément important, il y a beaucoup d'artistes en électro qui sont indépendants. Et donc, on n'a pas besoin d'aller parler avec une major ou un gros label pour pouvoir sortir l'artiste. Justement, les majors, quand vous toquez à leur porte, c'est en mode bonjour, on écoute, ou est-ce que c'est qui toi? Je pense qu'on est vachement mieux accueillis que. Je sais pas si vous avez regardé la série qui est sortie sur The Playlist sur Spotify. C'est les débuts de Spotify. Ouais, exactement. On est vachement mieux accueillis que Spotify, donc je me plains pas du tout, quoi. Oui, parce que quand Ils ont vous... éduqué le marché aussi avant. c'est vrai. Et parce que, si jamais vous négociez avec eux, ils prennent une part sur les NFT de la vente, et puis... Bah en fait, c'est ça, c'est que comme notre business model est vraiment différent d'un Spotify, au final, c'est assez opaque. En fait, ce qui se passe sur Spotify, c'est que chaque trimestre, il y a une somme d'abonnements qui a été cumulée, qui est le nombre de personnes qui sont inscrites, fois 3, fois 10 euros. Il y a un nombre de streams, et du coup, ils divisent l'un par l'autre. Et là, je simplifie parce qu'il y a aussi des contrats spécifiques avec les majors, mais disons qu'ils divisent l'un par l'autre et il y a un prix par stream. Et du coup, en fait, la répartition est faite après, a posteriori. Ouais. Alors que nous, avant même la première vente, on se dit, bah voilà, toi tu prendras tant, toi tu prendras tant, toi tu prendras tant. Et tout est ultra transparent. Et aujourd'hui, la valeur, si je veux dire, si jamais je vais sur la marketplace, est-ce qu'il y a 5 artistes qui concentrent toute la valeur des NFT et le reste qui ont des morceaux qui se vendent beaucoup moins cher, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui quand même un mix assez, on va dire, avec des vraies moyennes? Tout à l'heure, je parlais de morceaux qui étaient en vente à 12 000 $. J'en ai pas trouvé plein, hein. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. J'ai trouvé beaucoup de morceaux qui étaient plutôt autour de 39 $ pour des versions légendaires, je crois. C'est quand tu as dit 10 versions d'un... Exactement. En gros, le panier moyen chez nous, c'est entre 40 et 50 euros. Le premier prix, c'est 10 euros pour un NFT. Et le plus cher qu'on ait vendu, c'est 53 000, je crois, quelque chose comme ça. Mais effectivement, on en a vendu quelques-uns comme ça. C'était principalement pendant le bull market, la hype, etc. Et aujourd'hui, on est revenu, je pense, à des prix qui sont beaucoup plus rationnels par rapport à ce qu'on propose. Pour 40 $, qu'est-ce que j'ai en quelque sorte un petit artiste qui se lance, mais dont je suis fan. C'est à peu près le prix que je paierais pour un double vinyle. Ça va dépendre de l'artiste. Donc, les artistes sont libres de vendre leur NFT nu. Donc, c'est-à-dire que tu n'aurais que le NFT. Ouais. Et là, tu peux télécharger le son quand même, tu vois, mais c'est tout ce que tu as. En FLAC, le format que je veux. Ouais, exactement, c'est en FLAC et en MP3. En fait, nous, on diffuse tout est en FLAC sur la plateforme, et tu peux switcher de l'un à l'autre. Donc, il y a des artistes qui mettent rien dans leur NFT. Et dans ce cas-là, c'est vraiment plutôt des collectionneurs qui vont être intéressés ou voire des spéculateurs, parce que voilà, tu as une édition limitée, il y a un lien émotionnel quand même. Et certains artistes vont ajouter des contenus. Donc, il peut y avoir un vinyle dans le légendaire, par exemple. Mais il peut y avoir une place de concert, un accès backstage, des journées en studio, des choses comme ça. Et là, l'artiste est vraiment libre de mettre ce qu'il veut à l'intérieur. J'en profite pour saluer ceux qui nous ont rejoints. P2Enjoy, donc Bitload, je t'ai dit bonjour tout à l'heure. Le Vrai Flux, hello. On a Bitload qui nous demande, vous travaillez également avec des artistes comme Agoria ou Acid Rain? Interrogation. Alors, Agoria, on le connaît bien. J'ai fait plusieurs tables rondes avec lui. Et du coup, lui est vraiment indépendant dans ses créations. Et d'ailleurs, il fait des créations qui sont à la fois la musique, mais aussi qui sont très visuelles. Alors nous, c'est le cas, sur Pianity, il peut y avoir les deux. Mais lui, il fait tout seul. En gros, je crois qu'il sort beaucoup sur Super Rare. Et sort vraiment par lui-même, et il fait des éditions uniques systématiquement. Nous, c'est Buffalo qui a fait notre intro et notre outro. Et pareil, on a négocié avec lui, c'est Laurent qui l'a fait, je m'accapare, je m'approprie ce succès. Le fait de pouvoir utiliser sa musique de façon un peu comme on l'entendait, c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui via Pianity, c'est-à-dire qu'un artiste dise « Ok, en fait, je mets en vente mon morceau plus cher, 100, 150 $, et en échange, vous avez les droits d'exploitation dessus. » Techniquement, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre on pourrait imaginer une version du NFT où l'artiste choisit vraiment quel type de droit il veut céder ou accorder. Il peut y avoir un droit commercial, ou il peut y avoir j'utilise dans un podcast, ou voilà. Et donc ça, c'est possible. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Mais en fait, c'est assez facile. Il suffit vraiment d'ajouter juste un certificat dans le NFT qui permettrait ça.
Ok, super, merci beaucoup. Fabien, toi, tu connaissais, j'imagine, j'avais l'impression que vous connaissiez un petit peu Avec Kevin, Pianity, ouais. bien sûr, absolument. Initialement, nous, on a commencé Starton, on avait fait Hook, qui était un petit peu le programme d'incubation de 42. Et c'est là où on a débuté, et du coup qu'on s'est connus avec Kevin. Ok. Et Starton ne s'appelait même pas encore Starton, mais je C'est ne vrai. révélerai pas le. C'est vrai qu'on a changé de nom. Bah vas-y, donne le nom quand même maintenant. Et Starton qui veut dire démarrer du coup sur la blockchain, mais initialement on avait le nom était Straton, qui sonnait pas très bien, et c'est vrai qu'on avait vu des histoires par rapport à une ancienne entreprise, et du coup on a renommé, et Starton qui veut dire Starton Blockchain, Starton de Web3, et qui finalement a beaucoup de sens. Ok, oui, en Parce effet. qu'on aide beaucoup de gens à démarrer en fait sur la blockchain dans le Web3, donc le nom est Starton the Future. Alors il y a encore un peu de travail à faire sur le SEO, parce que si jamais je tape Starton, on me propose Straton. Ok, Google, bien du sûr. côté de Google. On a Donc beaucoup de il y a boulot encore... à tous les niveaux. On avait un gros focus produit, mais... Nous, il y a un SEO, Planity, pas pour ceux qui Ah ouais, connaissent. pas facile, hein. Pas facile. Planity, ouais. Avant que je t'embête, est-ce que ça vous va si on fait le quiz? Parce que je vous avais pas prévenu, mais on a un petit quiz pendant l'émission. Et c'est un quiz où on a 5 NFT à gagner. Je vais faire un petit NFT sur la plateforme Uncut de Carlos Diaz, qui est un ancien invité de 20 minutes. Super intéressant. Vous avez le droit de participer, mais je vous demanderai de ne pas donner les réponses. Vous allez voir, les questions ne sont pas extrêmement relevées. Ok. Est-ce qu'on a un peu... Ah bah Black Pearl. Salut Black Pearl. Est-ce qu'on a du monde pour le quiz? Mais la prochaine fois, il faut le faire avec Starton, du coup, déployer vos C'est NFT, promis. vos smart contracts. Premier, écoute, franchement, il faut qu'on y réfléchisse. En tout cas, sache que avant qu'on commence votre identité graphique, elle déchire. Sur le Vraiment. nouveau produit, là, sur la V3 qu'on a sorti, justement, on a fait un gros boulot. Ouais. Super Mais il y a bien. plein de choses qui arrivent là. Je sais que Attends, Laurent, semaine prochaine il encore. montrait les vidéos, vos vidéos de présentation et tout. Il me dit, Merci. franchement, c'est des trucs comme ça qu'il faudrait qu'on fasse pour aller un peu plus loin. On pour a un présenter nouveau 20 site qui minutes. arrive aussi. Il y a encore une belle version qui arrive du produit semaine prochaine. Donc non, on travaille très dur pour ça. Super. Bon, bah, tu vois, tu nous mets un petit peu... tu nous donnes envie d'y aller. Allez, Black Pearl, il est chaud. Elven aussi. Allez, c'est parti. Romain, t'es OK? Alors, on peut lancer la première question. Quel célèbre collectif électro a mis en vente une collection de morceaux NFT sur Pianity entre avril et juin 2022? Vas-y, Romain, on est bon. Réponse A, Bernard Minet et les Musclés. Réponse B, alors là, c'est là qu'on réalise que je suis le plus vieux de la bande, je pense. Réponse B, Chinese Man Records. Réponse C, le Beat and Coin Project. Vous l'avez? Vous avez la bonne réponse? Moi, oui. Réponse. Question 2. On est bon, Romain? Tu fais signe? Attends, quoique, on va peut-être laisser... Il y a un petit décalage entre le chat et ce qu'on dit il y a bien 15-20 secondes. D'où vient le 42 dans École 42? Réponse A, du livre Le Guide du voyageur galactique. Réponse B, Xavier Niel est originaire du département de la Loire. Réponse C, c'est l'âge maximum pour y tenter sa chance. Et oui, pour vous lancer dans la piscine. C'est pas mal. 43 ans, c'est fini. Allez, on vous laisse encore un peu de temps. Si to enjoy, tu galères? Ah non, là, vous l'avez forcément, là. Hein. 42. La question. La vie. Hein. Quel est le sens de la vie et de l'univers et de tout le reste? La réponse est 42. Qu'est-ce qu'on trouve au cœur de la proposition B2B de Starton? Réponse A, le menu Happy Meal. Réponse B, le magazine Pomme d'Happy. Réponse C, son API. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Hein. Mais justement, prochaine fois, on pourrait améliorer le challenge et mettre ça en live et le plugger directement à notre API et puis peut-être interagir avec Twitch pour justement envoyer à la volée des NFT. Moi, je suis chaud pour qu'on tente la semaine prochaine, si tu veux. Bien sûr, on peut en discuter. Le niveau du quiz est relevé comme celui-là à chaque fois. Et je dois dire qu'on a une communauté extraordinaire qui échoue systématiquement. Bon, c'est pas vrai. Hein. Et les 5 trouvent preneur à chaque fois. Mais c'est vrai qu'il fut un temps, les premières fois que j'ai fait les quiz, c'était pas bon, ça allait pas. Mais c'était de ma faute. J'étais pas dedans. Je veux bien qu'on rembobine un petit peu. On a dit que Laurent était juré hier lors d'un hackathon Starton autour d'un futur décentralisé. Et j'ai dit un peu plus tôt que Eric du projet Rescue avait rencontré le cofondateur de Rescue lors d'un hackathon Starton. C'est là que je me suis dit, mais attends, mais Starton, leur business model,
c'est de faire des hackathons ou c'est leur API? Qu'est-ce que Alors, du c'est coup une la très bonne question question. C'est une très bonne question. Bah, nous, déjà, il faut comprendre notre outil. Aujourd'hui, donc nous, on était passionnés du Web3 et le problème, c'est que c'est encore une technologie qui est méconnue, qui est très complexe. Donc, juste avant, on parlait d'un Deezer ou un Spotify. Bah, typiquement, cette entreprise, elle pourrait utiliser notre API pour justement rétribuer tous ces streamers et leur envoyer un NFT. Donc, elle pourrait plugger à la même manière d'un Stripe pour le paiement ou Twilio pour envoyer des SMS, plugger notre API pour développer des fonctionnalités blockchain. Et donc aujourd'hui, nous, on a vu, donc on est vraiment des gros believers du Web3, mais on a identifié des obstacles. Il y en a un, c'est technique. Donc aujourd'hui, on est un espèce de framework. Quand tu es un développeur aujourd'hui, tu vas développer une application mobile ou web, tu auras plein d'outils à disposition, mais dans le Web3, ce n'est pas encore le cas. Donc nous, typiquement, on est 7 outils, on est cette suite d'outils pour développer des applications autour du Web3. Donc on intègre de la blockchain, mais d'autres protocoles de stockage comme IPFS. Donc typiquement, si vous avez envie de créer un Pianity, Starton est l'outil idéal et vous permettrez de le faire et vous permettrez de le faire assez rapidement. C'est un message que tu es en train de passer Non, à mais ce que je veux Spotify dire, c'est s'ils que veulent du lancer coup, un petit. donc aujourd'hui, on est cet outil qui rend vraiment accessible cette technologie. Et puis même à tous les niveaux, on voit un petit peu avec le problème aussi du space crypto, les gens comprennent mal en fait. Genre quand on parle de blockchain, Web3, souvent c'est le mot crypto qui arrive alors que ça c'est juste une application. Mais c'est clairement une technologie qui est en train de façonner un petit peu un nouveau web. Et nous, aujourd'hui, on permet à plein de gens de développer des applications sur la blockchain bien plus rapidement. Donc, un exemple aussi concret, c'est on voit aujourd'hui beaucoup de startups qui se positionnent sur la fashion industry et qui créent des applications pour les marques. Et du coup, aujourd'hui, avec Starton, tu pourrais faire ça assez facilement. Mais du coup, ça suffit pas. Donc, il faut déjà, donc le premier obstacle, il est technique. Donc, on essaye justement de casser les barrières à l'entrée et créer genre un produit qui est très accessible et qui permet à des développeurs qui ont des compétences web, justement, de créer des applications blockchain. On a aussi une interface graphique un petit peu complexe, mais qui permet aussi à n'importe qui assez facilement de déployer un smart contract. Ouais. Voilà, c'est un petit peu low code. Mais du coup, ça, c'est pas suffisant. Donc ça, c'est un aspect technique. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que le marché, il y a encore tout à créer. Moi, aujourd'hui, je vais souvent dans des écoles d'ingénieurs, développeurs, et quand je pose la question qui connaît la blockchain, je me retrouve sur une minorité de personnes. Et donc, on se rend compte qu'il y a à la fois ce côté technique, mais ce côté éducation. Donc aujourd'hui, je pense que je peux dire assez simplement qu'on est, je pense, une des entreprises françaises qui a propulsé le plus de builders dans le Web3. Et du coup, les hackathons, c'est un moyen aujourd'hui de faire découvrir ces technologies sur une semaine, genre sur un moment fun. Et puis, on a plein de gens qui ont découvert les technologies Web3, qui ont aussi rencontré potentiellement, on parlait de Rescue, un associé. Et voilà, et c'est pour cette raison-là, parce qu'on appuie énormément sur l'éducation, et c'est pour ça qu'on fait des hackathons. Et du coup, on avait effectivement Laurent qui était jury, et donc là, on a organisé le dernier hackathon, c'était le premier format qu'on a fait online. Donc on a eu 700 développeurs qui se sont inscrits. Sur ces 700, on a eu in fine 36 teams, et sur les 36 teams, on en a eu un peu plus d'une vingtaine qui sont allés au bout. Donc on a sélectionné les 10 meilleurs projets qui ont hier, donc qui ont fait leur démo day en fait en ligne et qui ont présenté sur dans Gather, un panel Gather exactement, et Discord aussi parce qu'on a utilisé notre Discord et qui ont présenté donc un démo day devant un panel de jury. Donc on avait Laurent, on avait Randy Zama, on avait Jean-Michel Paillon de Ledger et d'autres personnes de chez Nodrill, BNB Chain. Et donc aujourd'hui, on avait fait plusieurs tracks parce que systématiquement, on se rend compte que plein de gens ne maîtrisent pas encore les use cases qu'on a grâce au Web3. Donc on avait plusieurs tracks. Une track était journalisme. Donc c'est comment créer des outils qui arrivent à lutter contre la fake news, contre la censure. Donc ça, c'était une track. Aussi une sur la sécurité. Parce que maintenant, on a vu plein de problèmes, et donc comment on arrive à créer des produits qui vont protéger l'utilisateur final. On avait une track aussi sur l'énergie, donc comment créer des systèmes plus efficients, notamment au niveau de la supply chain, au niveau aussi traqué, donc ça c'était une chose. On a eu une autre track qui était au niveau de l'éducation. Donc aujourd'hui, on a plein d'outils, plein de ressources pour apprendre des langages de programmation assez classiques, mais pour ce qui est du Web3, il y en a encore trop peu. Oui, on va parler de la formation. Hein. Donc non, c'est pas notre business model, mais ça fait partie aujourd'hui. Il y a encore trop peu de gens, trop peu de développeurs qui maîtrisent ces technologies, et vu que c'est un petit peu une révolution, mais si on veut vraiment que plein de gens arrivent à construire des entreprises à impact comme a fait Pianity, typiquement, il faut leur donner ces outils-là, et c'est ce qu'on fait.
Vous utilisez les hackathons aussi pour repérer des développeurs potentiels pour vous rejoindre? Alors ça nous est arrivé de recruter à la suite de hackathons aussi. Ça nous est arrivé aussi, on remonte énormément de feedback aussi sur le produit, parce que du coup on confronte directement notre produit à plein de devs, et donc forcément à chaque fois c'est très enrichissant pour nous. Et puis on a réussi aussi à créer plein de choses. On a plein de boîtes qui se sont créées à l'issue de ça, d'autres qui ont découvert un nouveau job aussi, parce que du coup ils se mettent à chercher une entreprise dans le Web3. Donc non, je pense qu'on a créé plein de choses, et c'est assez intéressant, et puis on va le renouveler assez souvent. Ah ouais, il faut qu'on en reparle avec Laurent. Absolument, avec plaisir. J'avais une question qui est très pratique. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'entreprises, peut-être, je ne vais pas dire vieillottes, mais ça pourrait être 20 minutes, mais très installées et qui n'ont pas forcément un pied dans le Web3 et qui vous ont approché, ou que peut-être vous avez approché en leur disant en fait, vous pouvez mettre un pied dans le Web3 très facilement. Nous, on s'occupe de vous lasser les chaussures, il n'y a plus qu'à vous lancer, quoi. Exactement. Eh bien, justement, aujourd'hui, nous, on cherche personne, parce que on n'a encore rien fait à ce niveau-là. Et c'est plutôt des entreprises qui viennent et qui nous contactent. Et donc là, je peux citer Vodoo, par exemple, qui est une très belle boîte qui fait des jeux vidéo donc, sur smartphone, et qui typiquement maintenant a une nouvelle stratégie de développer des jeux vidéo autour de la blockchain. Et typiquement, ils ont utilisé notre outil pour développer leur infrastructure et convertir plein de studios de jeux vidéo à créer des play-to-earn ou d'autres jeux vidéo autour du Web3. Vous êtes agnostique en termes de blockchain? Alors, on est effectivement agnostique en termes de blockchain. Je vais pas demander pour Pianity. En revanche, on se spécialise uniquement sur ce qu'on appelle les EVM, donc Ethereum Virtual Machine. Et donc, on a Polygon, on a Ethereum, on a BNB Chain, on a Avalanche, mais on est capable aussi d'intégrer très rapidement n'importe quel EVM donc qui repose sur ce type de machine virtuelle, très simplement. Mais aujourd'hui, on a une demande qui est uniquement sur Ethereum, BNB Chain et Polygon, en majorité. Pianity, pardon, je suis désolé Kevin, je t'ai pas posé la question. question. Alors nous, on a tout construit de zéro et on a choisi Arweave comme blockchain. C'est un choix qui est du coup original par rapport à la plupart des projets. Et on l'a fait principalement pour deux raisons. La première, c'est l'espace de stockage. Donc nous, on aime bien l'idée de stocker la musique. Notre ambition, c'est de pouvoir décentraliser le streaming aussi. Donc de pouvoir streamer depuis la blockchain. Donc c'est pas le cas aujourd'hui sur Pianity, mais ça le sera à moyen terme. Et la deuxième raison, c'est que une fois qu'un fichier est stocké sur Arweave, il ne peut pas être supprimé ni édité. Donc on a vraiment la garantie que notre NFT sera là pour toujours. Ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres projets. J'ai une question un peu comme ça. Alors, je suis désolé, j'anticipe un peu sur la suite, mais c'est vrai que vous avez un gros message autour de la décentralisation chez Starten. Et je me suis dit, mais le fait de reposer beaucoup sur votre API, est-ce que ce n'est pas une façon éventuellement de reposer sur un acteur central C'est une très bonne question. Et alors, effectivement, on utilise une API, sauf qu'in fine, par exemple, le smart contract qui va être déployé, lui, est bien sur la blockchain et vous êtes vous-même le propriétaire. Donc à ce niveau-là, nous, on est un intermédiaire plutôt, on facilite le développement et l'onboarding sur le Web3, mais après, ce que vous avez créé, c'est sur la blockchain, c'est immuable et vous êtes le propriétaire. Et ce qui est intéressant, parce que sur Pianity, ils utilisent Arweave, et donc aujourd'hui, on a un problème pour stocker de l'information, typiquement, la donnée comme un fichier musical est très très lourd. Donc on ne va pas utiliser une blockchain comme Ethereum, mais nous, on a aussi un service de stockage. Donc il y a un protocole distribué qui s'appelle IPFS et qui permet aussi du coup de stocker des fichiers et qui vont être sur plusieurs ordinateurs. Et donc on a un peu ce côté de décentralisation autour du stockage, parce qu'on utilise plein de services différents. Mais effectivement, c'est une vraie question et je pense que le end goal, c'est la décentralisation. Sauf qu'aujourd'hui, le marché, il se positionne. Ce qu'on doit créer, c'est des applications hybrides qui arrivent un petit peu à retrouver le meilleur côté du Web 2, donc cette expérience utilisateur qui est très très simple, parce qu'on ne pourra jamais onboarder 1 milliard de personnes si c'est sur des protocoles DeFi qui sont très complexes, et à la fois commencer à intégrer ces fonctionnalités blockchain, comme on fait avec Starten. Du frictionless. Donc le end goal, oui, c'est la décentralisation, mais il y a encore beaucoup de choses à accomplir. Et donc nous, on se positionne, aujourd'hui, on est pertinent dès lors que tu as envie de développer des applications qui sont hybrides, qui ont un back-end, qui communiquent potentiellement aussi avec une base de données, etc., mais qui interagit aussi avec une blockchain. Alors, je ne suis pas du tout un technicien, mais sur votre site, il y a quelque chose qui m'a intéressé et j'aimerais bien que tu m'expliques un peu. C'est le relayer. Le relayer. Le relayer, tu vois, je le prononce mal.
Le relayeur, c'est un nœud servi, donc il faut comprendre que la blockchain, c'est une technologie qui est très récente. Et donc, quand on veut, par exemple, donc déployer un smart contract, donc ce sont ces programmes, donc c'est un morceau de code qu'on exécute sur la blockchain, mais ce qui est très, très intéressant, c'est que c'est un programme, une fois qu'on l'a exécuté, on ne peut plus le modifier. Mais donc aujourd'hui, typiquement un NFT, une crypto-monnaie, c'est un smart contract. Donc aujourd'hui, créer un NFT, faire une transaction, c'est très simple. Mais dès lors qu'on a envie, typiquement dans le cas d'un jeu vidéo, et qu'on a envie de beaucoup de volume, ça devient très compliqué. Parce qu'il y a tout un process quand on va inscrire, quand on va faire une transaction, on peut se retrouver avec plein de problèmes parce que c'est encore une technologie qui est au tout début et typiquement, le relayeur vous permet de partir en production et de lancer un produit avec un très gros volume sans crainte de perdre des transactions ou d'autres problèmes. De défaut de gaz, genre absolument, de choses. absolument. Okay. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le gaz, il y a ce qu'on appelle les nonces, il y a les mempools. Donc il y a aujourd'hui beaucoup de raisons qui font que développer un produit en production complètement fiable, ce n'est pas évident avec les outils actuels. Je reviens juste sur ce que tu disais tout à l'heure autour de la communication autour de la blockchain. Il y a P2Enjoy qui est totalement en phase. Il dit « Je comprends très bien, j'enseigne la blockchain dans les universités de France depuis 2017 et j'ai vu une sacrée évolution, mais on n'y est pas encore. » Absolument. J'ai une question RH. En fait, on a pas mal de CEO qui viennent nous voir dans 20 minutes au carré et il y a quand même un mot qui vient souvent, c'est celui du recrutement et des difficultés à recruter. J'imagine que vous venez justement vous présenter un peu comme une solution pour gérer ces problèmes. Mais j'ai aussi vu une tribune que tu as publiée dans Forbes où en gros tu dis aujourd'hui la question de la formation à la blockchain, c'est aussi une souveraineté numérique. Oui, voilà, t'as lu le conducteur ou quoi? Non, t'as pas lu le conducteur. Mais c'est toi qui as écrit cette... Absolument. Et en fait, je trouvais intéressant de corréler un manque, aujourd'hui, c'est celui de la formation au métier du Web3, à une question qui est très médiatique et dont Emmanuel Macron s'est largement emparé. Je veux un métavers européen, je veux que Paris soit la capitale du Web3. Et finalement, c'est une bonne chose. sans dire il va falloir qu'on se forme. Quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, on a eu plein de ruptures, on a eu le cloud, on a eu l'intelligence artificielle, mais on se rend compte que toutes ces grosses boîtes tech, elles sont américaines. Et pour la première fois, peut-être que la France elle a cette chance de se positionner comme un leader dans une technologie, et je pense que c'est le Web3. Donc on voit des très belles boîtes comme Ledger, comme Sorare, qui commencent à avoir un réel impact. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, il faut investir lourdement dans le Web3 et il faut aussi des entreprises comme nous qui permettent à plein de gens de se lancer, de créer d'autres boîtes et potentiellement, à un moment, la France sera un leader dans ces technologies de rupture. Et le bear market, c'est valable pour toi aussi, Kevin, hein, je suis preneur de... Enfin, ça vous a pas... Aucun impact. Ça n'a pas eu d'impact parce que vous aviez levé à quasiment 4 millions au mois de février, c'est ça? C'est ça, c'était au début de l'année. Mais en fait, encore une fois, le bear market, ça touche les crypto-monnaies. Donc nous aujourd'hui, on est dans l'infrastructure. La crypto-monnaie, comme je l'ai dit, c'est une seule application, un seul use case. Et typiquement, nous, on a vu ce bear market comme un peu un truc qui est très bien pour le marché parce qu'il a besoin d'être purgé, en fait, de tous les mauvais projets, de tous les scams. Et justement, je pense qu'on en sortira tous plus meilleurs avec de meilleurs projets. Donc finalement, nous, on voit ça complètement comme une bonne chose et ça n'a eu aucun impact. Au contraire, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui veulent se lancer dans le Web3. Regardez ce que vous avez fait avec 20 minutes, donc ça n'a eu aucun impact. Par contre, effectivement, si on investit dans des assets un petit peu spéculatifs, le bear market a eu un impact. Oui. Mais de notre côté, non, on voit ça comme un super truc et aussi comme une chance de pouvoir créer de meilleurs produits en prenant compte des erreurs qui ont été commises avant. De votre côté, ça a permis peut-être de revenir à des tarifs plus rationnels, mais ça ne vous a pas impacté dans votre roadmap Nous, ça a été même constat que Fabien, du coup. Nous, clairement, comme il y a quand même une dimension spéculative dans la NFT, ça a eu un impact sur les volumes de transactions, surtout sur les montants, parce qu'on avait des collectionneurs qui avaient des très gros portefeuilles en Ether qui venaient acheter. Par contre, depuis le début, on sait que ce n'est pas notre cible, en fait. Nous, notre objectif, ce n'est pas d'avoir 1 milliard de collectionneurs crypto. Notre objectif, c'est d'avoir 1 milliard de fans de musique sur la plateforme. Et le point commun de la plupart des fans de musique sur Magnétis, c'est qu'ils ne payent pas en Ether, ils payent par carte bleue. Et on a un volume de transactions par carte bleue qui a, lui, augmenté depuis ce bear market. Et pour nous, c'est un bon exercice parce que ça nous pousse à vraiment nous adresser à notre marché et pas chercher la facilité et aller vers des spéculateurs comme on le faisait tous en bull market.
L'autre chose, c'est que quand on allait parler à des managers ou des artistes il y a 6 mois, 1 an, ils disaient « Ah, vous êtes la 4e plateforme à venir me parler, j'en peux plus, etc. » Maintenant, autant dire que leur téléphone sonne plus pour des sujets Web3, donc c'est aussi plus facile de collaborer, etc. On a aussi, on parlait de recrutement, moi je suis assez étonné, tous les jours j'ai des candidatures dans nos boîtes mail qui sont spontanées. Et des profils ultra intéressants, et pas que blockchain, du coup, je parle de content manager, de social media manager, de artist relations, etc., qui sont intéressés par ces sujets-là. Et donc, c'est assez cool. Elles font quelle taille, respectivement, vos entreprises aujourd'hui? Nous, on est 16 aujourd'hui. Et nous, on est une quinzaine, 15. Ok, ouais, donc à peu près... Avec des petites indications que vous pouvez me donner sur la roadmap pour 2023. On a évoqué par exemple le cas du Midem, qui est quand même un énorme event. De votre côté Nous, c'est un gros focus produit. Donc, c'est déjà créer le meilleur produit sur le marché et permettre encore plus de développeurs et d'entreprises de se lancer dans le Web3. Donc, c'est vraiment un gros focus produit. Et donc là, on a plein de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver. Mais surtout, on se rend compte qu'à chaque fois, en fait, il manque encore plein d'outils, quoi. Et c'est ça qui est dingue. Et donc aujourd'hui, faire une roadmap produit, c'est pas évident parce qu'il y a des besoins absolument partout. Oui, puis tu as les besoins qui arrivent en cours de route. Aussi, mais donc on identifie plein de choses. Et puis plus on rentre et plus on se rend compte, il manque ça, il manque ça. Donc finalement, on a des roadmaps, mais qui sont genre sur un trimestre assez courtes. Mais sinon, dans les gros milestones aussi, aujourd'hui, on essaye de s'ouvrir à l'international. Là, je pars jeudi soir à Bangalore parce qu'aujourd'hui, les builders aussi, les développeurs, il y en a énormément en Inde. Donc voilà, c'est aussi un gros sujet. Jusqu'à maintenant, on faisait que de l'organique. Donc on contactait aucune entreprise. Donc pareil, ce qui arrive dans le futur, c'est maintenant, on a build cette team growth qui va aller chercher un peu des clients et tenter plein de choses, genre ce qu'on ne faisait pas jusqu'à maintenant. Donc voilà, c'est déjà beaucoup de choses. Et Pianity aussi a une vocation à s'étendre à l'international. Alors nous, après, je pense que c'est une particularité du Web3, c'est que depuis le jour 1, on est internationaux parce que le marché du Web3, il est directement... En fait, nous, on a à peu près 20% de nos utilisateurs, artistes ou collectionneurs qui sont français. Et le deuxième pays, c'est les États-Unis, genre 18%, et après, c'est très éclaté dans le monde entier. Moi, je vis le même cauchemar que Fabien, d'un point de vue produit. C'est qu'au début, on s'était dit... Enfin, moi, je me disais, une fois qu'on a fait ça, c'est bon, franchement, on a fini. Jamais terminé. Et en fait, tu fais le truc et il y a encore plus de portes qui s'ouvrent, quoi. Et donc aujourd'hui, on a vraiment plein de sujets qu'on veut aborder, et en fait, il y a un moment, il faut les prioriser. Typiquement, on a sorti la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, ce qui s'appelle un free mint. Donc nous, on appelle ça des bounty, donc des NFT gratuits. Et là, dans pas longtemps, on va sortir ce qu'on appelle des shuffles. Donc c'est des NFT dont tu ne connais pas la rareté en l'achetant et tu la découvres au moment d'un reveal. Okay. Ce qui donne un peu plus de piment à l'achat de NFT. Et on a pas mal de choses comme ça qui vont sortir d'ici fin janvier. On a prévu une pause pour faire du refacto. Je ne sais pas si vous en faites de temps en temps. Pour mettre le code au propre aussi à certains moments, parce que parfois on va trop vite et on accumule de la dette technique. Et puis ensuite, après ça, il y a la SACEM dont je parlais, donc cette histoire de droits d'auteur, mais plus sur des remixes et des DJ sets. Et on essaie aussi d'imaginer c'est quoi un label 3.0 dans la musique. Et du coup... Avec une DAO, par exemple Voilà, exactement. Et du coup, on peut se dire, en fait, un label 3.0, on ouvre la définition du label. En fait, c'est plus seulement un label comme on l'entend aujourd'hui, mais ça peut être peut-être une salle de spectacle, un festival, juste un groupe de potes qui sont artistes qui créent de l'art. Ça peut être un musée, une boîte de nuit. Et donc, on est en train de penser qu'est-ce que peut être le label 3.0. On va sûrement plutôt appeler ça un collectif. Ça, c'est un gros chantier pour l'année prochaine. Oui, énorme, super intéressant. Messieurs, moi, j'ai plus trop de questions à vous poser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu ce que vous allez nous vendre demain, ce que vous allez nous proposer. Moi, je suis chaud, si jamais tu veux intégrer la semaine prochaine. Alors, c'est Laurent sera seul aux manettes, mais pour qu'on mette ça en place, ça se teste. Nous, on est toujours chaud pour tester des nouveaux services. Dès que Pianity met en place des NFT avec autorisation d'utilisation commerciale pour 20 minutes au carré, on est chaud, on est preneur, parce que moi, j'en peux plus de la musique libre de droit. Celle de Buffalo est géniale, mais c'est vrai que, par exemple, moi, pour les podcasts, c'est toujours un point un peu délicat, donc je suis preneur. Côté commu, merci Bitload, génial, 3 petits points. Alors je ne sais pas si c'est positif ou pas, mais en tout cas j'espère que c'est des 3 petits points heureux. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Est-ce que vous avez un dernier message ou une dernière actu éventuellement à partager Je ne sais pas si tu voulais répondre à ma question de tout à l'heure sur
les partenaires. Deuxième ou- essai, non. Non, Pour le Midem, malheureusement. On sait pas. Bon, bah rendez-vous au Midem déjà. Ouais, rendez-vous au Midem, donc c'est fin Et- janvier. Du coup, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine ou dans 2 semaines. C'est ça. On peut tente. faire ça. Absolument. Super. Bah écoutez, merci beaucoup, BitLoad, merci beaucoup aussi. Bravo pour votre travail et vivement la suite. Bah voilà, je crois que c'est un Merci. bon message. c'est super. Black Pearl, à très vite. Fit2Enjoy, merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine pour une émission. C'est Laurent qui sera aux manettes. Je n'ai aucune idée de qui sera l'invité. En tout cas, on a un beau panel pour toutes les semaines à venir. Hein. Globalement, on est full jusqu'à la fin d'année. Mais on maintient le rythme. On essaie d'avoir, comme ici, 2 personnes à minima, 1 ou 2 animateurs, et toujours Romain ou Hélène ou Laurent à la prod quand ça cafouille un peu. Et puis, bah voilà, moi je vous souhaite une bonne soirée. Hein. Je crois qu'il y a un match qui nous attend, une soirée ou quoi que ce soit. Romain, merci beaucoup. Je te laisse fermer. Bye bye.